Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, la rentrée parlementaire et ses enjeux. Cette rentrée parlementaire qui fait beaucoup parler d'elle. On va tenter de décrypter ce qui sera cette session de septembre au cours de cette émission. On va aussi aborder la question du report de ces mini-sommets qui devraient avoir lieu à Goma avec trois autres pays invités. On va tenter d'aborder les reports des ces mini-sommets. Et puis on va chuter, on va d'ailleurs peut-être commencer par là, les retours ou non de Joseph Kabila au pouvoir en 2023. Ces lieutenants en parlent déjà. On a vu même un pasteur, Denis Lessi pour ne pas les citer, dire qu'il a reçu une vision comme quoi Joseph Kabila sera de retour en 2023. Et pour aborder ces trois sujets, j'ai reçu sur ces plateaux les porte-paroles du parti politique Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à l'honorable Laurent, plutôt à l'honorable, allais-je dire, Laurent Batumona, et je reçois sur ces plateaux Manix Yenda Bofaya, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Hervé, et surtout, grand merci pour cette invitation de plus. Vous allez vous habituer avec ma nouvelle casquette. C'est vrai que je suis le porte-parole du parti, le Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona, l'autorité morale du parti, mais je suis en même temps aussi le président national d'un mouvement des pensées politiques et d'action républicaine qu'on appelle Bilingue Amwinda, une jeunesse de lumière qui désormais est décidée pour effectivement apporter la lumière conçue dans le sens d'un changement, d'une transformation de la République démocratique du Congo au moyen de l'apport de jeunes Congolais. Bilingue Amwinda, c'est un mouvement qui existe déjà au sein de l'Église catholique. Est-ce que on doit parler de l'usurpation en prenant aussi ces concepts Bilingue Amwinda pour l'exploiter sur un terrain politique? Non, Bilingue Amwinda n'est qu'une traduction, je dirais, littérale, parce que nous sommes une jeunesse de lumière. Et la philosophie politique transcende même la dimension des églises, parce qu'au sein même de notre regroupement, il y a de jeunes, c'est vrai. Moi-même qui vous parle, je suis un enfant de l'église catholique, c'est notre maison mère, j'ai été baptisé dans cette église, je connais un certain nombre des valeurs au sein de l'église, et d'ailleurs même l'un de notre slogans, c'est que nous disons à tout moment, nous en tant que Bilingue Amwinda, la jeunesse de lumière, Boboto, Bondeko, Bondeko, Bolingo, Bolingo, Yamboka. Et donc, au-delà de cette dimension de l'église catholique, dans notre jeunesse, dans notre regroupement, il y a aussi de jeunes des églises des réveils, les églises protestantes, les églises, par exemple, kimbanguistes, etc. Et au-delà même de cette dimension religieuse, il y a le jeune de l'Équateur, les jeunes Swahili, les jeunes Luba, les jeunes Bakongo. On se retrouve autour d'un bloc pour apporter effectivement la lumière conçue au sens d'un changement de la République démocratique du Congo. Surtout le changement est le principal credo de notre parti. Vous l'avez si bien dit, le mouvement de solidarité pour le changement. Et c'est quoi la symbolique de cette écharpe sur votre cou? Nous portons la responsabilité effectivement de s'engager pour un combat pour le martyr, pour le jeune, qui ont succombé en pleine bataille pour la démocratie, en pleine bataille pour le développement de la RDC. Je pense du coup à Rossi Mukendi, un ami de lutte avec qui nous étions dans la rue pour effectivement donner aux Congolais effectivement la démocratie que nous avons aujourd'hui comme un patrimoine à léguer aussi à la génération future. Je pense aussi à Thérèse Kapangala et tant d'autres jeunes, les étudiants de l'université de Kinshasa et j'en passe. Et donc, cette lutte-là, ces sacrées luttes, ces sacrés combats, aujourd'hui, est symbolisé à travers cette écharpe à la couleur rouge pour effectivement symboliser les martyrs. Très bien, puisque vous évoquez la question des martyrs de la démocratie, j'ai vu les partis présidentiels, l'UDPS commémorer, c'était le dimanche 20 septembre dernier, tous ces martyrs de la démocratie, tous ces gens qui ont perdu leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, justice sera faite pour tous ces gens qui sont décédés, pour tous ces gens qui vivent, mais avec certaines parties de leur corps perdus? Est-ce que justice sera faite pour toutes ces familles qui ont perdu leurs membres? Mais pourquoi pas? Surtout que l'UDPS a pour champ de bataille la construction d'un état de droit. Cet état de droit est essentiellement basé sur un modèle de justice pour tous et par tous. Effectivement, aujourd'hui, dans le processus de consolider
l'édifice d'un État de droit nous prendra peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être tout un mandat, mais l'essentiel, c'est de poser le base. Et dans cette base-là, il s'agira effectivement de l'intérêt de tout Congolais. Donc, tout Congolais, que ce soit le militant de l'UDPS, le Congolais militant du PPRD, de l'UNC, de la MOUCA, etc., tout Congolais, politique ou apolitique, doit être bénéficiaire de cette justice que nous sommes en train de bâtir dans des conditions le plus piètres. Et cette justice-là, comme je l'ai dit tantôt, ça sera un héritage que nous allons léguer, non seulement pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi pour la génération future. Et donc, je pense que pour toutes les familles qui ont perdu les leurs, le membre de famille, le jeune, tout comme le vieux, qui ont succombé pour le combat de la démocratie, en tout cas, je le rassure, qu'il y aura une justice qui sera tranchée en faveur de ces familles-là. Et c'est par là qu'on dira « vive ». Un État véritablement de droit. Est-ce que au-delà de la commémoration, au-delà de la justice, est-ce que vous avez quand même le temps aussi de penser à ces veuves, à ces orphelins, à ces orphelines dont les parents ont quitté la terre parce qu'ils voulaient se battre pour que la démocratie soit instaurée dans ces pays? Est-ce que vous pensez à ces familles sur le plan social? Ben, pour ne parler que de jeunes, ces 6 militants de l'UDPS, parce qu'il s'agit quand même de la commémoration de martyrs de l'UDPS en tant que parti politique. Il y a un président, ici je parle en tant qu'un allié de l'UDPS, et donc je considère l'UDPS comme notre grande famille, où nous avons le père de famille qui est donc le président intérimaire de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Okabound, et le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya. Et donc ce sont là les officiels du parti qui sont en étroite relation avec les familles des victimes. Et donc, comme on dit dans notre langage d'Africains, tout comme de Congolais, ceux qui le boko amobali epesi, donc le boko amoya amoisi et sengeli yebate. Donc, très bien. Nous vous rassurons que l'UDPS en tant que directoire du parti est toujours en relation avec les familles des victimes. Et il y a un accompagnement surtout social dans ce sens-là. Prenons les premiers thèmes de l'émission. Retour ou non de Kabila au pouvoir en 2023. Vous avez suivi, certains caciques du FCC annonçaient que Joseph Kabila, en 2023, fera son grand retour au pouvoir. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui sur les plans juridiques? Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui a la possibilité de briguer encore un nouveau mandat comme président de la République? Je veux votre lecture juridique. Ben, aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a quand même un phénomène d'essayage politique, où il y a des acteurs politiques qui se réveillent un beau matin et essayent de jeter un ballon d'essai avec un sujet qui fâche, avec un sujet polémique, juste pour voir les répondants, la réaction de la population. Nous ne pouvons pas gérer la République avec des débats d'humeur, avec des débats très mal intentionnés, et ça ne sera pas de cette façon-là que nous devons gérer surtout au quotidien la République. Parce que tantôt nous avions entendu de gens qui disent Félix Tshisekedi n'est qu'un président protocolaire, il y a un vrai président qui reste à côté, récroquevillé dans un coin de la République. C'est lui le véritable chef de l'État. Félix ne fait que chauffer la chaise pour préparer les retours des Kabila. C'est cela le débat, les débats d'humeur. Je l'ai dit, les débats d'humeur, en tout cas, on ne peut pas construire la République avec ces genres de débats. Allons dans une logique beaucoup plus simple. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que Kabila nde apesa Félix Tshisekedi pouvoir bokondio azanangolelo. Une question simple. Si c'est Kabila qui a donné à Félix Tshisekedi le pouvoir présidentiel qu'il a aujourd'hui, lui, Kabila, qui l'a donné ce pouvoir. Je réfléchis à l'absurde. Si ce n'est pas la communauté internationale, alors on dirait la mort de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, a été une occasion pour qu'il obtienne ce pouvoir-là. D'où la question de savoir qui a tué Mouzé sera bel et bien répondue. Et donc, il ne faudrait pas, pour vous, un détenteur précaire d'un pouvoir, c'est prévaloir le luxe de dire que c'est moi qui donne le pouvoir à X ou à Y. Nous sommes dans un contexte... Ce sont plutôt ces lieutenants. Alors, s'il n'y a pas une coordination en termes d'ordre politique, Kabila n'a que tout intérêt de recadrer ses lieutenants politiques. Au cas contraire, on dira ce qui est dit par les lieutenants, c'est ce qui a été validé en amont par leur autorité morale recoquevillée dans un coin de la République. Mais point n'est besoin de rester stagné sur ce genre de débat.
des débats inutiles, des débats qui n'ont pas assez de sens. Voilà encore aujourd'hui un homme de Dieu qui vient avec une prophétie qui laisse à désirer d'ailleurs, avec comme terme de sa prophétie, Joseph Kabila reviendra aux élections de 2023. Il a d'abord commencé par annoncer que Félix Tshisekedi serait empoisonné. C'était aussi une prophétie. Et il ne fait que accumuler des prophéties. Ce sont des histoires. Alors, restons sur le débat, les débats juridiques, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Sur J'ai vu les professeurs en bas te répondre plusieurs fois à cette question. Effectivement. Mais de l'autre côté du FCC, il y a aussi des juristes, notamment les ministres de l'Environnement, M. Claude Nyamugabo, qui pense que Joseph Kabila a toutes les possibilités de revenir en 2023. Je crois que quand vous avez entendu le prof Mbata sur cette question, même s'il a toujours reproduit sa formule sine qua non d'ailleurs comme condition pour Joseph Kabila de revenir aux élections de 2023, et en tout cas il faut d'abord qu'il décède et qu'il soit ressuscité pour qu'il devienne avec un nouveau statut et encore changer de nom parce que le nom de Joseph Kabila c'est déjà un nom invalide sur le plan électoral. Et deuxièmement, le prof Mbata ne cesse de mettre un accent sur la qualité de juriste. Ce n'est pas tout juriste qui a l'acabit ou encore la dextérité intellectuelle de pouvoir parler du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, à une certaine mesure, est perçu comme la technologie de droit et donc c'est un apanage qui n'est pas réservé à tout juriste. Alors, parlons un tout petit peu de ce droit constitutionnel au sujet de la possibilité ou pas de Joseph Kabila de revenir aux élections de 2023. Vous savez, quand vous lisez notre loi, la loi fondamentale à l'occurrence, la Constitution du 18 février 2006, notamment au travers l'article 104, c'est là où on parle des statuts de sénateur, et c'est là où même on parle, je crois que c'est dans l'alinéa 4 de cet article 104 de la Constitution, où on conçoit le concept sénateur à vie. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette même Constitution, on a parlé des incompatibilités réservées à tout sénateur. Et de l'autre côté, quand vous regardez l'étiquette ou le statut des sénateurs à vie, et d'ailleurs c'est un terme français, quand on dit à vie, c'est-à-dire vous allez mourir avec ces statuts-là, des sénateurs à vie, sénateurs jusqu'à la mort. C'est comme ça que ça veut dire dans une interprétation littérale la plus simple. Alors, dans l'article 104, on démontre des incompatibilités des fonctions des sénateurs. Et ces incompatibilités-là lient Kabila d'abord en tant que sénateur, sans pour autant émettre le qualificatif sénateur à vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas qu'on considère que Joseph Kabila comme un simple sénateur pour le simple fait qu'il n'a pas été élu. Je prends le cas aussi pour le député coopté, notamment le chef coutumier, ils n'ont pas été élus, mais ils ont quand même le statut d'un député ou de députés nationaux. Et donc, ce ne sont pas de députés extraordinaires. Et de l'autre côté, quand vous revenez dans la loi portant statut des anciens présidents de la République, vous allez vous rendre compte que la loi n'a pas assez donné des éclairages, effectivement, sur cette question ou cette possibilité de Joseph Kabila de D'où il faut y travailler. Moins encore dans la loi électorale. Mais en droit constitutionnel, on nous dit, lorsqu'une question n'est pas largement abordée dans un droit constitutionnel national, il est quand même de bonne loi de faire référence à ce qu'on appelle le droit constitutionnel comparé. Parce que vous savez, le juge de la Cour constitutionnelle, c'est celui qui va effectivement attester sur l'effectivité de cette possibilité de Joseph Kabila de revenir aux élections de 2023. Et le juge, en tant que juge, dans sa méthodologie de faire dire le droit, se sert de toutes les sources formelles de droit, parmi lesquelles il y a la doctrine. Et dans cette doctrine, je vous ai tout à l'heure parlé de la dimension nationale, le droit congolais, le droit constitutionnel congolais, et de l'autre côté, le droit constitutionnel comparé. Et ici, je prends le cas de la France. Parce qu'en France aussi, on prévoit le statut à vie d'un ancien président de la République. Mais contrairement à la RDC, un ancien président de la République en France, d'office, a les statuts d'un membre du Conseil constitutionnel français, équivalent à la Cour constitutionnelle d'ici. Et il est membre de ce Conseil constitutionnel à vie. Et deuxièmement, en France, il y a la possibilité pour un ancien président de la République, à condition qu'il ne brigue pas 2 mandats. Et donc, si vous n'avez fait que le premier mandat et que vous avez échoué pour les prochaines échéances,
vous avez d'office les statuts d'un ancien membre du Conseil constitutionnel et cela peut vous donner la possibilité de revenir vers le prochain échéance. Mais si vous avez fait déjà 2 mandats d'office, cela est clos pour vous, vous n'avez pas cette possibilité. Mais attention, pour briguer un prochain mandat, tout en ayant le statut d'un ancien président de la République en France, il faut commencer par renoncer de vos fonctions en tant que membre du Conseil constitutionnel. D'où les régimes des rénonciations par rapport au droit constitutionnel français. Mais ce qui n'est pas le cas de chez nous. Ici, chez nous, nous avons un régime de suspension de mandat parce que Joseph Kabila se retrouve dans un hémicycle qui porte effectivement un mandat, bien qu'un mandat qui n'a pas été électif. Nous avons parlé du privilège constitutionnel parce que la loi lui a reconnu comme sénateur sans pour autant passer par la voie électorale. Mais quand même, il a un mandat en tant que sénateur. Et son mandat est lié par rapport aux incompatibilités prévues par la Constitution. Et donc, si Joseph Kabila veut briguer ou prendre une quelconque responsabilité, non seulement la fonction du président de la République, qui peut aussi avoir une responsabilité en tant que directeur général d'une entreprise, ou encore d'un membre de l'exécutif, ou encore membre du gouvernement, il doit lâcher son mandat. Ici, on parle de la suspension. Pour qu'un mandat soit suspendu, cela voudrait dire ceci. Votre mandat est suspendu pour être remplacé par quelqu'un qui pourra faire la continuité du mandat. D'où le sens même du régime de la suspension d'un mandat d'un parlementaire. Malheureusement, Joseph Kabila, en tant que sénateur exceptionnel, il n'a pas de premier suppléant ou encore de deuxième suppléant pour faire la continuité de son mandat afin de respecter ce que j'ai dit tantôt, le régime de la suspension de mandat d'un député. Et par là, vous allez vous rendre compte que les constituants, au travers le dispositif de l'article 104, bien évidemment avec les législateurs de la loi portant statut des anciens présidents de la République, a scellé les statuts d'un ancien président de la République pour une quelconque possibilité d'occuper une quelconque responsabilité en dehors de ces statuts d'un ancien président de la République. Et donc, Joseph Kabila restera et mourra ancien président de la République. Et je finis par cette petite réflexion, toujours dans le cadre d'une orthodoxie de droit constitutionnel. Si Joseph Kabila, admettons, il est sénateur à vie, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de lui ôter ses statuts de sénateur à vie, il restera sénateur à vie jusqu'à sa mort. Admettons qu'il devient président de la République au moyen des élections de 2023. Donc, il deviendra président de la République, en même temps sénateur à vie. Et donc, cette dichotomie des fonctions violerait même l'esprit de Montesquieu dans sa logique du principe de séparation de pouvoir. Parce que dans la logique de ce principe de séparation de pouvoir, on ne voudrait pas que vous soyez en même temps membre de l'exécutif, au statut du président de la République, et être en même temps membre du pouvoir législatif. Et donc, sur l'esprit de la philosophie constitutionnelle, cette possibilité-là frise même les valeurs sacro-saintes, les valeurs cardinaux du droit constitutionnel. Et donc, il est pratiquement impossible pour Joseph Kabila de revenir en tant que candidat aux élections de 2023. Il est en même temps incompatible et en même temps inéligible. Vous l'avez clairement démontré ici qu'il n'y a aucune possibilité pour Kabila de se représenter en 2023. Aucune possibilité. Alors, comment les Claude Nyamugabo, les Aimé Kilolo, qui sont aussi juristes comme vous, ne savent pas voir cette impossibilité? Non, mais c'est cela la difficulté. Lorsque on se donne le luxe de pouvoir prôner d'abord les valeurs de la ventriocratie en lieu et place de la démocratie qui a pour sens le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple en tant que scientifiques, ils ne peuvent que tirer les draps de leur côté. Et c'est cela même, la désorientation de nos hommes et femmes scientifiques de notre pays. Ceux qui sont censés se considérer comme des éclaireurs de la société. Parce qu'à chaque fois quand il y a de dérives, à chaque fois quand il y a de déviations en termes de conception de l'État, ce sont les scientifiques en tant qu'éclairage de la société qui doivent nous guider vers la bonne direction. Mais malheureusement, les scientifiques, juristes ou non juristes du FCC posent toujours le problème par rapport à l'orthodoxie de droit, au respect des valeurs scientifiques. Et cela reste déplorable. Et d'ailleurs, nous en avions connu même dans le temps du professeur Évariste Bochab avec son fameux ouvrage que j'apprécie à ce juste titre, Entre la révision et l'inanition de l'État. On sait comment est-ce qu'ils se sont comportés en tant
en tant que praticien de droit, en tant que professeur de droit, en tant que porteur d'un diplôme de droit. Et donc pour eux, le statut politique prime et vous comprenez que chez nous, en RTC, les politiques font tout pour prévaloir leurs intérêts tout à fait politiques. Est-ce que c'est élégant qu'un membre du gouvernement, un gouvernement qui a un premier ministre et un président de la République, puisse prôner les retours au pouvoir d'un autre monsieur? Bon, écoutez, nous sommes dans un contexte démocratique. Il faudrait tempérer un peu le débat à tout le niveau. Le PPRD en tant que parti politique, c'est un parti qui participe effectivement à la compétition électorale et donc c'est un challenge démocratique. Ils ont, autant que l'UDPS, autant que l'UNC et pareil pour la MOUCA, la même liberté d'expression. Mais dans le régime démocratique, la liberté d'expression est contrôlée. Ce n'est pas parce que vous avez un peu plus de possibilités, surtout qu'avec le régime de Félix Tshisekedi, la brèche des libertés d'expression est beaucoup plus ouverte, mais cela ne peut pas vous donner l'octroi ou les visas de dire des bêtises, parce que la démocratie, au moyen de cette liberté d'expression, on a encadré au fait le champ de la liberté d'expression pour ne pas outrager, pour ne pas troubler l'ordre public ou déranger le principe qui régule l'État. Et donc, moi, j'inviterais aux militants et cadres du PPRD au respect des valeurs républicaines, au respect de la Constitution et surtout au respect de la sacralité de nos institutions. Le PPRD est un grand parti. Il y a autant de membres. Déjà, pour les élections de 2018, ils ont aligné un candidat qui était M. Ramazani Chadari. Et donc, s'ils estiment qu'avec ces candidats-là, il n'a pas fait le poids comme quelqu'un qui pourrait porter le poids de leur parti, ils n'ont qu'à choisir d'autres candidats. Il y a Évariste Bochab qui est là, il y a Obaminakou, il y a tant d'autres, Janine Mabunda et j'en passe. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à part Kabila au FCC, il n'y a personne d'autre qui peut aujourd'hui se dire non, moi aussi, je veux me porter candidat président? Mais je ne suis pas la personne la mieux placée à répondre à cette question. Allez poser cette question aux responsables du PPRD. Ben, le grand problème, je l'ai toujours dit d'ailleurs, le grand problème entre l'UDPS ou le PPRD, c'est un problème des dichotomies des conceptions de philosophie politique. Vous allez vous rendre compte qu'au sein du PPRD, le modèle, le paradigme politique qu'ils nous ont proposé pendant le 18 ans de règne, de pouvoir, c'était un modèle d'un pouvoir aristocratique, c'est-à-dire un pouvoir centré essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire le pouvoir du prince et ses collaborateurs. C'est comme ça que là-bas, il n'y a pas l'exogénéité de la pensée politique. Au contraire, il y a une dictature d'opinion. Il y a quelqu'un qu'on considère comme l'autorité morale. C'est qu'il dit on doit le concevoir comme parole d'évangile et nous n'avons que le droit de dire parce que même... Amen. Et si Moïse Katumbi est parti, c'était par manque de liberté d'expression au sein de ces partis qui manquaient au fait les valeurs démocratiques. Si Bahati Lukwebo avec son AFDC est parti, c'est effectivement à cause de ce manque de culture démocratique au sein du parti. Et donc aujourd'hui, on comprend que cette unilatéralité de pensée politique au sein du PPRD constitue le vrai frein qui empêche leur parti à prendre un décollage. Vous allez même vous rappeler que pour aligner Chadari, il y a eu un dictat. Il y a eu un grand dictat. Kabila s'est comporté comme un prince, comme un monarque absolu, jusqu'au point il a installé un suspense qui ne dit pas son nom, jusqu'au jour même du dépôt de la candidature de leur... déposer sa candidature comme député. C'est cela le problème. Il a attendu jusqu'au dernier jour. C'est cela le problème. Moi, je pense que c'est une occasion pour bon nombre de cadres et responsables du PPRD de s'émanciper, d'avoir une certaine autonomie, de suivre le chemin de Bahati Lukwebo qui a choisi entre la dictature de l'opinion et l'émancipation personnelle. Je crois que le choix est très clair. Retour au nom de Kabila au pouvoir, on en parle toujours, mais cette fois-ci, tentons aussi d'aborder la question de la rentrée parlementaire. Est-ce que le FCC, au regard de sa majorité au niveau du Parlement, ne peut-il pas aussi profiter de la rentrée parlementaire pour aligner la question du retour ou non des Kabila au pouvoir, parce que vous avez déjà suivi Moïka Sanji qui préconise déjà les changements de notre façon de voter. Il veut qu'on puisse adopter les suffrages indirects, et plutôt les suffrages universels indirects. Est-ce que le FCC ne peut-il pas aussi profiter de cette rentrée parlementaire pour glisser cette question? Non, mais il ne faudrait pas prendre le risque de mélanger tout dans une même casserole. Sinon, ça sera une denrée non comestible qu'on donnera à notre population. Le Parlement est une institution
symboliquement important dans le contexte de notre pays. Et lorsqu'on établit le point à l'ordre du jour pour une session parlementaire, on ne le fait pas par rapport à un regroupement politique X ou Y. Il y a la conférence des présidents autour du bureau de l'Assemblée nationale qui définissent effectivement le point inscrit à l'ordre du jour pour faire l'objet du débat même au sein Une de conférence des la présidents session. dominée toujours par les FCC, il faut aussi les rappeler. La conférence de présidents est animée essentiellement par les présidents de groupes parlementaires Mais avec justement, les bureaux. Non, mais il n'y a pas que le FCC qui détient le monopole sur la présidence d'un groupe parlementaire. Il y a le groupe parlementaire UDPS et alliés. Et donc, cette conférence qui constitue un réceptacle des présidents, ensemble avec le bureau de l'Assemblée nationale, ils traitent sur les questions jugées importantes qui doivent être au centre du débat pour la nouvelle session parlementaire. Mais parlons un peu de cette rentrée qui d'ailleurs a fait couler de beaucoup d'encre et beaucoup de salive, surtout au sein de l'échiquier politique du pays. On a vu comment est-ce que M. Kabila a été accompagné de manière triomphale. accueilli même par les bureaux du Sénat, Non mais tous les bureaux qui vont recevoir Kabila, et même les premiers ministres. Mais effectivement, c'est cela le problème. Posez-vous la question, quelle a été la place du chef du gouvernement dans cette circonstance-là? Quelle a été la place de la présidente de l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir Tous sont avec partis la accueillir chambre Kabila. haute d'accompagner M. Joseph Kabila au sein de l'hémicycle. Moi, je crois que le député que je considérais comme de fantôme du Parlement ont loupé l'occasion de bien représenter et de représenter valablement le peuple. Le peuple leur a donné leur cutus pour le représenter en termes de représenter les déshydratats du peuple. Et même lorsqu'on parle de la rentrée parlementaire, c'est parce qu'il y a eu vacances parlementaires. Et cette vacance parlementaire n'a pas été un pique-nique parlementaire ou encore une occasion pour le député d'aller faire des excursions ça et là. Non, c'était pour une possibilité pour le député, que ce soit de l'UDPS, du PPRD et de toute tendance politique, de descendre dans leurs fiefs électoraux, dans leurs circonscriptions électorales, écouter les problèmes de leur base et après avoir sélectionné ou récolté les problèmes de la population, c'est à ce moment-là qu'on va les transposer au sein de l'hémicycle sous forme de propositions de loi afin de répondre aux problèmes quotidiens de notre peuple. Ce qui n'a pas été le cas. Et deuxièmement, vous avez entendu, toujours dans cette rentrée parlementaire, Monsieur Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat, de la Chambre haute, qui a donné, même au moyen de son allocution pour l'ouverture même de la session, une proposition de la création d'une caisse électorale, alors que cette proposition-là n'a été consultée au préalable par le député, les représentants du peuple, le parlementaire, dans un débat préalablement requis. Et donc, il s'est improvisé avec une proposition pour imposer aux gens, alors que jusque-là, les conférences des présidents ne sont même pas encore réunies pour effectivement définir, même si nous savons déjà au préalable, ça sera une session qui sera essentiellement axée sur le budget, mais les questions qui doivent constituer le centre même du débat, je pense que ça doit être débattu par la conférence de présidents, ou encore, s'il y a une question à proposer au niveau de ces deux chambres, il faut au préalable que ça passe par un débat, par un checking parlementaire voulu par le député, soumis aussi à la logique de la loi de la majorité absolue, ce qui n'a pas été le cas, et donc c'est un dictat. Et enfin, vous avez même suivi Mme Janine Mabunda dans l'une des radios de la place, elle a été incapable de répondre à la question d'un de vos collègues lorsqu'on lui a posé la question de savoir si un député ou un sénateur touche combien. Ce qui est encore très grave. Comme pas possible. Non seulement elle a balbutié, mais elle a refusé intentionnellement de répondre à cette question, alors qu'il est les représentants du peuple. On vous pose la question, l'argent du peuple, le peuple pour qui vous avez porté ce mandat, vous demande de savoir, vous touchez combien? L'argent du contribuable congolais, vous le touchez à combien? Elle a refusé. Et on est allé un peu plus loin en disant, comme vous refusez au nom du principe des secrets professionnels pour préserver la dignité salariale de vos collègues, alors dites-nous, vous en tant que présidente de l'Assemblée nationale, vous touchez combien? Elle n'a pas pu répondre à cette question. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une cacophonie dans la gestion quotidienne de la République et ça reste quand même très déplorable. Cette dame-là qu'on pouvait utiliser comme une autorité archétypale pour une représentation féminine, aujourd'hui, elle devient une grande honte pour la femme congolaise. Mais l'émission touche déjà à sa fin. Alors, généralement, on connaît tous que la session de septembre, c'est une session budgétaire.
Mais cette fois-ci, il y a quand même la politique qui prend une certaine dose sur cette session qui devrait essentiellement être budgétaire. On parle de la destitution du président, on parle du changement du mode des votes, on parle des conclusions du G13 qui a même déjà formulé une proposition de loi en ces termes. Alors finalement, quels sont les enjeux de cette session de septembre? Non, mais c'est aux parlementaires de définir les termes des références pour ces enjeux-là. Il est vrai, les débats au sein de l'échiquier politique fusent de partout, dans tout le sens. Nous faisons un débat à tous azimuts. Tantôt on parle de la destitution du président de la République et de l'autre côté, le camp Félix Tshisekedi s'emploie activement pour voir comment est-ce qu'on peut répondre le serment du peuple d'abord, c'est-à-dire donner aux Congolais ce que le Congolais attend, un peu à la formule de que demande le peuple. Le peuple attend la scolarité, la rentrée scolaire qui d'ailleurs aura lieu d'ici peu. Le peuple demande la couverture santé publique et j'en passe. Et donc, cette dichotomie d'esprit et des philosophies politiques continue malheureusement, à mettre le pays à terre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la coalition FCC et Cash parce que ça devient une coalition très diabolique, je dirais. Ça devient une coalition très problématique. Pourquoi? Parce que nous avions conçu dans un esprit beaucoup plus républicain. Je crois que le chef de l'État, le jour même de sa prestation des serments, avait ouvert une très grande brèche de possibilités pour toute tendance, pour tout acteur de venir vers lui, conjuguer les efforts ensemble au nom de la solidarité, de la convivialité et de la fraternité politique, de voir comment est-ce qu'ensemble on peut gérer la République. Mais malheureusement, ceux-là qui ont accepté de faire la coalition avec l'UDPS, pour mieux dire avec le Cash, se comportent comme un bâton qui freine le fonctionnement régulier de la roue de l'État et c'est ce qui dérange un peu la quiétude de tous les Congolais. Et il ne faudrait pas que nous restions dans cette situation de léthargie à outrance. Il faut que le peuple congolais se décide parce que le pouvoir là appartient d'abord au peuple. Si le PPRD a opté la possibilité de destituer le chef de l'État et le peuple va opter pour la possibilité de destituer l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, parce que nous sentons une certaine lenteur du côté du chef de l'État de faire usage de son pouvoir constitutionnel consistant à dissoudre l'Assemblée nationale. En 3 minutes, abordons la question du report de ces mini-sommets de Goma. Alors, pourquoi le sommet de Goma est-il reporté? Un sommet qui devrait aborder des questions liées à la sécurité dans le Grand Kivu. On a même appris ce matin, c'était la nuit du 20 au 21 septembre, on a encore tué 10 personnes à Beni. Alors pourquoi on doit aller tenir un sommet à Goma avec des gens dont les troupes rebelles opèrent ici au pays? Je voudrais être beaucoup franc sur cette question de la sécurité de notre partie Est, parce que ça infeste l'ensemble de tout le Congolais, l'ensemble du Congo, parce que la question de la sécurité, c'est quand même une question éminemment importante que nous devons regarder avec beaucoup de responsabilités. Mais je vous donne quelques faits. La première question que je voudrais, si pas vous poser, je me pose cette question de savoir quelle est la nature de la guerre de l'Est. Est-ce c'est une guerre politique ou encore c'est une guerre économique? Du coup, je dis que ce n'est même pas une guerre politique parce que quand vous regardez la tendance de ce rebelle, ce n'est pas pour faire un assaut ici dans la capitale de Kinshasa pour prendre le pouvoir. Parce que c'est ici le siège des institutions et donc s'ils font cette rébellion avec l'intention de faire un coup d'État, on allait sentir la démarche de leur rébellion ou encore de leur guerre, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Mais de l'autre côté, nous sommes tous convaincus qu'il s'agit d'une guerre essentiellement économique. Pourquoi? Parce que la RDC en tant que pays regorge, dans la partie Est surtout, la plus grande richesse convoitée par toutes les grandes puissances du monde et encore par tous les États frontaliers avec qui nous partageons un certain nombre d'intérêts en tant qu'État. Mais il faudrait maintenant savoir, est-ce cette insécurité de l'Est, surtout que nous avons collé à cette guerre l'étiquette d'un combat économique et non politique, il faudrait que le chef de l'État voie à quelle mesure on peut engager les possibilités de négocier. C'est comme ça que nous disons, si le Rwanda, parce qu'on ne peut pas parler de l'insécurité de l'Est sans citer le Rwanda, sans citer l'Ouganda, sans citer le Burundi. Parce qu'à une certaine mesure, ils interviennent d'une manière directe ou indirecte. Mais
Je voudrais un peu vous révéler quelque chose en regardant l'attitude de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi a opté pour le moyen, bien au-delà des stratégies de sécurité et défense sur le plan interne. Il a opté pour le moyen de la diplomatie. Effectivement, on peut arranger ou arrêter cette hémorragie de l'insécurité au moyen d'une diplomatie agissante. Parce qu'il s'agit d'une guerre qui est géré par le commandement de certaines multinationales, le multinational qui reçoit le dictat de certaines puissances mondiales, les certaines puissances mondiales qui ont servi le béquille de certains États avec qui nous partageons nos frontières. Effectivement, le moyen diplomatique s'avère donc indispensable. C'est comme ça qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi a tenté pour organiser ce sommet, appeler tous les États avec qui nous partageons nos frontières, de réfléchir sur la problématique de la sécurité de l'Est. Mais vous allez vous rendre compte que ce soit le Rwanda, tout comme l'Ouganda, ils ont une certaine hésitation d'emboîter les pas au président. Ils craignent pour leur sécurité, non, mais non, ce n'est même pas pour ça d'ailleurs. C'est parce qu'ils ont compris que Félix Tshisekedi a opté pour la voie de renverser la pyramide diplomatique, de changer le paradigme diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au centre de la préoccupation de la partie Est, ce sont les Occidentaux, ce sont les grandes puissances. Et le paradigme de Félix consiste effectivement à plus renforcer la relation bilatérale, la relation de réciprocité d'obligations entre, par exemple, la RDC et les États-Unis, sans pour autant avoir le Rwanda comme pont. Si les États-Unis, pour atteindre la RDC, passent par le Rwanda, et donc le Rwanda tirera toujours des dividendes économiques. Au nom de quelle logique le Rwanda, qui n'a pas le coltan, devient le premier producteur, surtout au niveau du Grand Lac, du coltan? Ça ne passe pas en tout cas, c'est incongru. Et donc on comprend, le Rwanda devient un peu hostile à la proposition de Félix Tshisekedi parce qu'il a compris que Félix Tshisekedi a opté pour la voie de couper le pont qui servait l'Occident vers la RDC. Si vous voulez traiter avec le gouvernement congolais, vous voulez traiter avec l'État congolais, en tout cas désormais, la France, vous n'avez qu'à passer par Félix Tshisekedi, les États-Unis pareil, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon et j'en passe. Et donc désormais, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda ne seront jamais le pont pour arriver en RDC. C'est cela le nœud du problème, c'est cela le grand combat. Et donc, si Félix Tshisekedi réussit à gagner ce combat, je crois que la RDC reviendra dans sa peau d'une grande nation au cœur de l'Afrique et nous allons avoir effectivement le monopole sur tous ces micro-États qui nous entourent. Une dernière question pour terminer cette émission. Aujourd'hui, la voie diplomatique telle que préconisée par les présidents semble échouer. Est-ce qu'on peut déclencher ouvertement une guerre contre tous ces pays qui nous attaquent? On ne peut pas, à ces niveaux, déclencher la guerre. Vous savez, quand on parle du concept de guerre, c'est vrai, on l'utilise un peu dans un sens général, mais on parle de la guerre lorsqu'il s'agit d'une confrontation de deux armées républicaines. Et il y a des institutions internationales habilitées à pouvoir effectivement déclarer si la guerre, il y en a entre la RDC et le Rwanda, ou encore entre le Rwanda et l'Ouganda, et j'en passe. Et donc, à ces stades ici, il s'agit de groupes d'insurrection, de groupes de rebelles qui viennent s'aimer la terreur dans la partie Est. Même si nous pensons que ces groupes sont diligentés par certains officiels de ces États que je viens de citer tout à l'heure, c'est comme ça que nous avons opté pour la méthode des négociations, de dialogue, la méthode de diplomatique, et on va voir à une certaine mesure si on peut résoudre ce problème. Mais si aujourd'hui, avec le statut d'un deuxième vice-président de l'Union africaine que Félix Tshisekedi bénéficie aujourd'hui ne passe pas, en tout cas, moi je dirais à tout le plénipotentiel de la RDC, à tout le diplomate congolais, ensemble avec Félix Tshisekedi, d'attendre peut-être quand nous aurons le privilège d'occuper justement la fonction du président de l'Union africaine. Je crois que Félix Tshisekedi pourra utiliser le voie ou le canot le plus officiel au niveau de l'Afrique pour effectivement répondre à la question de l'insécurité de l'Est du pays. L'émission est terminée, mais j'aimerais avoir votre commentaire en 30 secondes de ces titres de nos confrères des CoNews. Retour de Kabila en 2023, les FCC s'activent, cash, somnole. Est-ce qu'on peut avoir votre commentaire en 30 secondes? Ce n'est qu'une utopie, parce que Joseph Kabila ne reviendra jamais. On ne somnole pas parce que le cash travaille.
On travaille très sérieusement et peut-être que au bout de 2022 ou de 2021, vous verrez les effets du cash et c'est par là que nous allons imposer notre impérium parce que nous devons le garder à bon escient. L'émission est terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, votre petit message au public et vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup Hervé de m'avoir invité sur ces sacrés plateaux. Je suis Manix Iyenda Bofaya, le porte-parole du parti Mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batomona, autorité morale du parti. En même temps, je suis le président national d'un mouvement de pensée politique et d'action républicaine qu'on appelle Bilengue Amwinda, la jeunesse de lumière. Et donc pour tous ceux-là qui voudront bien faire le débat avec moi au-delà de ce cadre médiatique, en tout cas c'est simple, contactez-moi au plus 243 82 12 998 955, je répète, plus 243 82 12 98 955, ou encore écrivez-moi sur mon compte Facebook, Manix Iyenda, page officielle Manix Iyenda officielle, ou encore sur mon compte Twitter, Manix Iyenda officiel. Je pense que nous allons continuer ces débats aussi intéressants, mais dans un esprit beaucoup plus républicain. Manix Iyenda, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé. Fin de cette émission qui a connu la participation technique des Homo, Némi et Badjo, mais aussi à vous, fidèles internautes, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.